Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à déjà notre 15e web émission. Je suis avec Carl Simard, qui est président et gestionnaire de portefeuille chez Médici. Bonjour Pierre-Olivier. Ça va bien? Très très bien. Donc, moi, c'est Pierre-Olivier Langevin, je suis gestionnaire de portefeuille également chez Médici. Et comme à l'habitude, on a choisi 3 des questions que vous nous avez envoyées ce mois-ci. Donc, on y répond. Ça fait peut-être une 50aine de questions qu'on répond depuis qu'on fait les web émissions. On est très content de recevoir les questions. Les questions sont toujours intéressantes. Ben, c'est ça. Et on commence avec la première. Oui. Sur une question, c'est sur Savaria, Oui. qui nous demande notre évaluation de Savaria. Alors, je te demanderai d'abord de décrire qu'est-ce que fait Savaria et par la suite de l'évaluer selon nos piliers d'investissement, selon notre stratégie d'investissement. Oui. Savaria, c'est une entreprise, c'est pas étonnant qu'on reçoive des questions là-dessus, c'est une entreprise qui a rapporté 60% de cours boursiers dans la dernière année, puis depuis 5 ans, c'est 1000% que ça a rapporté. Quand même incroyable, à la bourse. Oui, c'est ça. Fait que, il y a de l'intérêt pour l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils font, en gros? C'est un concepteur, assembleur, un distributeur d'élévateurs, de lève-personnes. Ils font même des voitures qui vont adapter pour les personnes à mobilité réduite. Mais c'est du sur-mesure, Pierre-Olivier. C'est du sur-mesure. Ils ne sont pas, par exemple, ils ne vont pas concurrencer une grande entreprise comme Schindler. C'est ça. C'est vraiment des... Ils viennent... ils font, par exemple... C'est de l'assemblage, j'imagine, et de l'installation dans des résidences. Oui, beaucoup de clientèle résidentielle, un peu de commercial, probablement des petits commerces. Puis ils viennent prendre les mesures. C'est pas une approche aussi industrielle. Puis ils ne fabriquent pas toutes les pièces nécessaires à un élévateur. Non, ce qu'ils disent dans la notice annuelle, c'est à peu près 80% des pièces sont achetées. Puis ils les assemblent eux-mêmes selon les spécifications requises. Puis la rentabilité, tu vas commencer évidemment avec la performance économique. On va faire le tour, la stratégie Médici, on a 4 piliers, on va faire le tour des 4 piliers rapidement. En termes de performance économique, Savaria, c'est un bon rendement sur le capital depuis environ 5 ans. Là, il y a à peu près 15-16% de rendement sur le capital. Donc ça, c'est très bon, puis c'est assez stable. Deuxième point, c'est qu'on regarde les avantages concurrentiels, puis ça, c'est plus dur un peu de trouver. C'est quoi les avantages? Bon, c'est sûr, c'est pas une entreprise qu'on suit, nous, personnellement. On a regardé un peu. Probablement qu'ils ont un réseau de distribution de détaillants qui les aide à faire des ventes, alors qu'il y a beaucoup de concurrents, c'est très fragmenté. Les concurrents sont plus petits. Alors, peut-être qu'ils ont un avantage à ce niveau-là. La croissance vient d'où? Bien, c'est ça, ils font des acquisitions. Ils achètent des petits joueurs qui sont privés, qui ne sont pas cotés en bourse. Donc, ils payent des multiples de peut-être 5 fois, 3 fois, 7 fois les EBITDA, des multiples très faibles, alors que le cours boursier s'échange à 18 fois les EBITDA. Puis dans quel marché? Au Canada, au Québec, aux États-Unis? Canada, États-Unis, puis même la dernière acquisition, c'est en Australie. Quand Donc, même. ils cherchent à prendre l'expansion, gagner des marchés, avoir une structure où ils peuvent générer des leads, avoir plus de demandes pour des ascenseurs, pour faire des véhicules adaptés. Okay. Alors, au niveau chiffre, au niveau quantitatif, c'est quand même raisonnable comme investissement. Jusqu'à maintenant, bon, c'est clair, les avantages concurrentiels, il faudrait creuser un peu. Okay. Mais la performance économique est bonne. À la gouvernance, la gestion du capital, on trouve ça moins intéressant un peu. Pourquoi? Le bémol qu'on a, c'est qu'ils versent beaucoup de dividendes. Puis pourtant, quand on regarde les dirigeants, on a déjà assisté à une présentation des dirigeants. Ils disent que c'est très porteur. Ils parlent du vieillissement de la population. Ils parlent du fait qu'il y a beaucoup de petits concurrents à acquérir. Mais Carl, si tu veux acquérir ces concurrents-là, tu ne peux pas verser le 3/4 de tes profits en dividendes. Alors, comment ils ont financé alors leur croissance? Émission d'actions. Vous regardez les revenus. Les revenus ont cru de presque 20% par année en 5 ans. Mais les revenus par action, 8% à peu près. Ah, ouais. Il y a eu des gains d'efficience. Il y a eu une dilution, autrement dit. Oui, il y a eu des gains d'efficience. La marge opérationnelle est passée de 3% à 14%. Donc, visiblement, ils ont fait quelque chose de bien. C'est ça. Parce que quand tu fais des nouvelles émissions, j'imagine qu'il y a des frais de friction. Ça veut dire c'est quand tu retournes aller chercher des émissions sur le marché plutôt que de te financer à même tes profits. Bien, on ne peut pas dire que c'est nécessairement mauvais. S'ils émettent des actions et que leur titre est assez fortement évalué, puis qui achètent des entreprises qui sont faiblement évaluées, des entreprises privées, ça peut être une bonne chose. Oui. Mais si tu as ces opportunités-là, pourquoi tu ne prends pas les profits, tu les réinvestis pas? Parce que ça va te revenir moins cher à la longue. Ben oui, si tu veux vraiment optimiser au maximum, garde ton cash, garde tes profits. Fait que ça, il y a une petite incohérence à ce niveau-là. C'est ça, c'est ton principal bémol. Ah oui. Okay. Puis au niveau de l'évaluation, ben là, c'est un titre qui a bien fait. Il est à
18 fois les EBITDA prévus de l'an Pas les prochain. profits, là, c'est Les avant EBITDA, taxes et les avant amortissement. Là. Bénéfices opérationnels, finalement, plus ça. les dépréciations et amortissements. Donc, c'est vraiment pas une aubaine. Même pour un titre avec cette croissance potentielle, c'est vraiment, là, c'est un genre de prix pour la perfection. Ben, tu sais, comme je te dis, on n'a pas évalué l'entreprise pendant 3 semaines, C'est ça. mais ça semble cher. Donc, ça semble cher. Puis, d'identifier les avantages concurrentiels, c'est un peu dur. Puis la gestion du capital, c'est un peu compliqué. C'est que pour avoir des concurrents qui se présentent, là, Il pourrait. ils pourraient. Il pourrait. Selon ce qu'on a lu, il pourrait. Donc, pour cet ensemble de raisons-là, on ne serait pas tenté de l'acheter actuellement. Par contre, il y a un intérêt. Tu sais, il y a quelque chose d'intéressant dans cette entreprise-là, puis c'est à suivre. Ben, mais merci. On va passer avec la deuxième question, Pierre-Olivier. Alors, c'est Martin qui nous demande, et il te demande, Carl, je ne dispose pas suffisamment d'épargne pour accéder à vos services, mais j'aimerais un jour retenir vos services. Alors, que me conseillez-vous dans l'intérim? C'est une question qui nous est souvent posée. Oui. Puis pour répondre à cette question-là de manière convenable, il faut que je me mette à la place de ces gens qui ont souvent pas suffisamment de capitaux pour faire affaire avec nous. Alors, moi, si j'étais à leur place, j'investirais dans un ou deux fonds indiciels, les fameux fonds négociés à la bourse, les fameux fonds ETF. C'est ce qu'on appelle de la gestion passive. Oui. OK? Alors, cependant, il y a des gros bémols à ces fonds parce que, étant donné que c'est passif, il ne faut pas les transformer en essayant de synchroniser le marché, puis en achetant, puis en vendre tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Mais oui, ça le dit, c'est des véhicules d'investissement passif, mais souvent les gens ils ont tendance à vouloir les utiliser activement. Exactement. Ce n'est pas une bonne utilisation de ce genre de produit, de ce fonds négocié à la bourse, mais quelqu'un qui achète, qui investit ça, il va faire le rendement du marché avec un très minime frais de gestion. Alors, si on détient ça, par exemple, sur une plateforme de courtage en direct, parce que tout le monde aujourd'hui peut avoir accès à une plateforme de courtage en direct à moindre frais, puis on investit dans un fonds négocié à la bourse, comme celui qui calque, par exemple, le Standard & Poor's 500 aux États-Unis. Oui. Alors, c'est un indice qui comprend 500 grandes sociétés américaines qui font affaire à l'international et qui sont échangées sur les bourses américaines. Alors, on a, à mon avis, là, quelque chose de bien. Pour avoir un rendement convenable, encore là, et je le répète, c'est très important, il faut avoir un horizon de placement à long terme. Il faut l'oublier. Une fois que nous avons investi dans l'argent là-dedans, il faut l'oublier. Puis on va avoir le rendement du marché à très long terme, qui peut être potentiellement de 8-9 %. Puis Carl, souvent les gens pensent que la gestion privée, c'est totalement inaccessible, ça prend plusieurs millions. Mais oui et non. Depuis, nous, quelques années, on a commencé quand même, notre minimum dans la gestion privée, c'est 500 000, mais pour des clients qui adhèrent à notre stratégie d'investissement, un horizon de placement à long terme et qui épargnent beaucoup, on leur demande de nous contacter, puis probablement que s'ils répondent à ces critères de base-là, on va les prendre quand même s'ils n'ont pas 500 000 $. Mais je le répète, il faut que ce soit des gens qui épargnent beaucoup, qui adhèrent à notre stratégie d'investissement, puis aussi qui croient à une stratégie d'investissement fondamentale qui est liée, aux autres, vous savez, au profit des sociétés dans lesquelles on va investir. Si les gens ont d'autres questions aussi, www.gpsmedici.ca, on a une section foire aux questions. Donc, si vous avez des petites questions de base de même, allez voir sur la foire aux questions de notre site. On répond aux principales questions. Notre troisième question porte dans le contexte de la légalisation du cannabis. Alors, François. Effectivement, il y a plusieurs personnes qui voient un potentiel de marché, qui veulent investir dans ce marché-là via des entreprises qui vont produire du cannabis et le vendre là, à travers des réseaux de distribution au Canada. Alors, l'entreprise qui nous demande d'évaluer, François, ça s'appelle Aurora Cannabis. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Pierre-Olivier? Mais tu sais, il faut commencer par regarder le secteur. Tu sais, en ce moment, c'est des entreprises qui font de la production de cannabis médical. C'est de l'agriculture. C'est de l'agriculture, parfaitement. C'est faire pousser, on fait pousser du blé, ben là, on fait pousser du pot. Exactement. Dans le cas d'Aurora, dernier trimestre, 8 millions de ventes et 10 millions de dépenses. Donc, l'entreprise est déficitaire. Donc, les gens qui achètent ça, ils ne l'achètent pas sur la base des bénéfices actuels basés sur la vente de cannabis médical.
C'est vraiment dans un but de, oui, il va y avoir un marché pour le cannabis récréatif, c'est en train d'être légalisé, mais ça vient avec plusieurs risques, Carl. Par exemple, au Canada, c'est légalisé. Bon, et chaque province va déterminer la manière de faire ça correctement. Par exemple, au Québec, ils ont choisi de le faire via le marché au détail, qui serait un genre de SAQ. Alors, le Québec va être le seul acheteur pour le marché du Québec vis-à-vis ces firmes de production de cannabis. Ben, c'est ça. Tu regardes le pouvoir de négociation de la SAQ du cannabis, il va être très fort par rapport au producteur. Est-ce que le producteur va vraiment faire un gros profit là-dessus? C'est ça, exactement. Puis à la fin, je veux dire, si tu as un acheteur comme la province du Québec qui représente un gros pourcentage de tes revenus, puis pour une raison ou pour une autre, le contrat vient à échéance avec eux, puis le Québec décide d'aller à un autre producteur avec une meilleure qualité ou un meilleur prix, ils vont perdre ce client. Puis, tu sais, Carl, souvent, tu regardes dans une industrie, il y a par exemple le producteur, celui qui fait la matière brute, il y a celui qui la transforme, il y a celui qui la distribue, ensuite, il y a le détaillant qui la vend sur le marché, qui fait le détaillant, c'est lui qui a le contact avec le client. C'est lui qui a le contact. Puis des fois, dans une industrie, c'est le détaillant qui rafle la majorité des profits. Parce des que fois, c'est la relation avec la clientèle finale qui est très importante dans un processus d'intégration de production. Ça dépend par industrie. C'est ça. Mais c'est pas parce que vous investissez aujourd'hui dans un producteur que c'est lui qui va rafler la majorité des profits du secteur. Puis là, on parle d'une industrie qui n'existe pas là, actuellement. Là. Elle va exister, mais on ne connaît pas encore les règles du jeu. Mais tu conviendras avec moi que quand même, de la production de cannabis, comme on dit, c'est pas rocket science. Tu sais, quand même, il faut avoir réuni un certain nombre de conditions, là, mais c'est quand même relativement facile à concurrencer également. Parce que d'un cannabis à l'autre, il doit pas avoir beaucoup de différenciation, j'imagine. C'est sûr que toi et moi, on n'est pas des spécialistes dans la matière. Dans la consommation. Effectivement. Mais ça reste quand même faire pousser des choses, là, les barrières à l'entrée. Mais en termes d'investissement, il y a beaucoup d'incertitudes. Clairement. Puis Aurora, pour revenir à Aurora, 3,1 milliards d'évaluation boursière. Pour une entreprise qui n'a pas prouvé sa capacité de production à grande échelle. Puis dans un marché peut-être à plein potentiel, mais dont les règles sont loin d'être définies au moment où on se parle. Donc nous, on ne s'intéresse pas à cette industrie-là. Peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, quand les règles du jeu sont établies, mais c'est beaucoup trop tôt actuellement. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Il n'y a pas de quoi. Puis Carl, c'est déjà la fin de l'année. Donc, alors on en profite pour souhaiter bonne fête. Ben oui, joyeuse fête, bonne année à tout le monde. Tout le monde. Puis nos clients, nos auditeurs. Puis j'espère qu'en 2018, vous allez nous envoyer beaucoup de questions. On en a déjà beaucoup. Vous êtes nombreux à nous écouter. Puis toutes les questions sont bonnes, comme je dis toujours. Que ce soit des évaluations de sociétés que nous avons, que nous sommes intéressés, ou d'autres sociétés à qui on pourrait s'intéresser, on est toujours heureux d'avoir de vos questions. Donc, merci à tout le monde. Puis passez de très joyeuses fêtes.